la différence entre, tu vois, par exemple, tu disais, il y a le momentum, tu décides d'investir dans telle chose qui est nouveau, donc... Par exemple, pas forcément niveau, parce que par exemple, il y a 5 ans, pour moi, le momentum, Oui, c'était je vivais à l'immobilier, Marseille, c'était pas nouveau. c'était l'immobilier quoi qu'il arrive, et j'étais à Marseille, donc j'allais dans mon cadre de connaissances qui était le plus simple, donc c'était l'immobilier à Marseille. Or, investir dans l'immobilier, c'est vieux comme le monde. Oui. Mais l'investissement, il y a 4, 5, 6 ans, n'est pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. On est en plein dans le momentum. Oui. Et je peux te citer ça pour d'autres business. Donc, c'était la vision de créer mon patrimoine. Je voulais à tout prix investir dans l'immobilier parce qu'il y avait un TRI qui était extraordinaire. Donc, pour moi, l'immobilier, le patrimoine est indispensable. En revanche, ça t'expose à de la dette d'une manière très importante, puisque tu vas t'endetter, c'était jusqu'à 110%. Aujourd'hui, ça paraît impossible, mais c'était le cas. Donc, il y avait un risque d'exposition en dette très fort et en devise très fort, puisque tu es en euros. Donc, c'est pour ça que j'avais structuré mon patrimoine avec, je m'endette un maximum en euros et j'investis sur fonds propres en dollars pour contrebalancer mon risque euro. Et aux États-Unis, là, sur des business à cash flow récurrent et rapide. Parce que l'immobilier, on est sur du temps long. Donc, ça fait que j'avais la balance, en fait. D'un côté, je crée de l'investissement passif avec de l'endettement en euros sur l'immobilier. Et de l'autre, j'investis en fonds propres sur du récurrent, passif, mais immédiat. Et ensuite, il y a toujours une poche, selon moi, qui doit, après ça dépend de la stratégie de portefeuille, on va dire qu'il va être de l'ordre de 10%, qui est pour saisir des momentum de valeur. Vraiment de se dire, même si sur les deux autres, il faut aussi saisir des momentum. On n'investit pas dans l'immobilier aujourd'hui comme on le faisait il y a 5 ans. Mais de se dire, voilà, je vais m'exposer à ce fameux risque asymétrique. Je suis prêt à perdre les 10% de mon portefeuille, et c'est là où, selon moi, il faut avoir une optique qui est aussi une diversification. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre mes 10% dans un projet, je vais mettre mes 10% dans 5 projets. Et l'idée, c'est de se dire, ne pas avoir peur de perdre. Le but, c'est de perdre même. C'est quelque chose que j'ai vu chez toi, vite. Ça me semble important. C'est-à-dire, sur 5 projets, qu'est-ce que tu vas chercher ? Qu'il y en a 3 qui vont échouer. Bon, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y en a un qui va végéter. Par contre, le 5e, il va exploser. Et grâce à tout ce que tu as appris des autres aussi. Aussi, ça peut être ça. Et d'où la symétrie. Donc, j'investis 100 000 euros. J'investis 1 000 euros par projet. D'accord ? J'ai 3 projets qui meurent. D'accord ? Donc, il va me rester... j'ai perdu 3 000 euros. J'ai un projet qui végète. Donc, je veux garder mes 1 000 euros. Par contre, si le 5e explose, vu que je suis sur un potentiel asymétrique, s'il explose, il va créer au moins 10, 15, 20, 30, 50 fois sa valeur. Donc, ça veut dire que la perte des 3 000 euros, qui est mon exemple de départ, sont strictement rien au regard du gain asymétrique de l'autre. Et c'est ça. Et c'est comme ça que je suis rentré sur le marché. J'aime pas dire le marché de la crypto parce que pour moi, c'est pas ça sur quel marché alors pour moi, c'était la technologie blockchain. C'est ça qui m'intéressait parce que je trouvais que la technologie blockchain permettait et permet toujours, et de toute façon, ce n'est pas le futur, c'est notre présent, de faire des choses qui sont complètement impossibles n'était pas possible avant sans cette technologie. Aussi l'outil du NFT qui était extrêmement pertinent, pas pour vendre des singes ou excuse-moi pour le terme, mais des conneries comme ça qui sont des objets de spéculation totale, mais pour l'outil technologique et technique. C'est ça qui m'intéressait. Pour ton côté intellectuel, comment c'est possible que... Au moins, il y a un fondement. Parce qu'il y a une anomalie de marché aussi. Tout à fait. Et il y a une technologie, il y a une rupture. Si tu veux créer de la valeur, il faut aller chercher les ruptures. Donc, il faut être précurseur sur les ruptures technologiques. C'est comme ça que tu crées là. Tu vois ça, tu le sens. Je le vois, tu sens le marché. Je veux dire, j'ai rien inventé. Je ne suis pas le seul à voir que, par exemple, depuis 6 mois, et d'ailleurs même c'est quasiment, on va dire, essoufflé, c'était l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. De la même chose, c'est que depuis le mois de janvier, même si nous on y est depuis maintenant plus de 3 ans, c'était le Bitcoin avec l'ETF qui est passé aux États-Unis début janvier et qui est un changement de paradigme considérable où les gens ne réalisent pas, à mon avis, ce qui s'est passé. C'est que le Bitcoin a été institutionnalisé au niveau des États-Unis. Donc pour moi, quel est le meilleur moment, par exemple, d'investir sur le Bitcoin avec le meilleur risque-rendement, pas la meilleure création de valeur. Oui. Parce que si c'est la spéculation, ça veut dire que tu peux avoir une création de valeur énorme avec un risque qui est considérable. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est d'avoir un risque-rendement qui est le plus opportun. À partir du moment où tu sais que les États-Unis valident, que la SEC valide les ETF Bitcoin, tu sais que cet actif est officiellement reconnu
et institutionnalisé par la première puissance mondiale. Donc il y a une protection d'une certaine manière. Exactement. Donc tu sais que ta création de valeur est encadrée. Et sincèrement, pour moi, il était beaucoup plus cohérent et logique de rentrer sur un Bitcoin avec des prêts ETF, parce qu'on le savait depuis le mois de octobre-novembre que ça allait passer avec un Bitcoin qui était à 25 ou 30 000, plutôt que d'un Bitcoin à 3 000, parce qu'il y a encore 5 ans, pour moi, Bitcoin, c'était un scam. Et je voyais l'intérêt technologique, mais c'était un truc parmi tant d'autres. Donc, il faut saisir les moments, il faut aller chercher le meilleur, selon moi, risque-rendement. Ce qui ne veut pas dire le plus gros potentiel de création d'argent. Parce que je ne crois pas dans l'argent facile. À un moment donné, qui dit argent facile, argent qui se gagne facilement, se perd facilement. C'est aussi simple que ça. Donc, ça vient de quoi, d'après toi, ça ? Tu sais, c'est pas très compliqué. C'est que si tu gagnes de l'argent facilement, t'as pas de labeur, donc t'as pas de labeur, t'as pas de leçon, t'as pas de valeur. Donc ça veut dire que cet argent-là n'a pas de consistance. Il n'a pas une colonne vertébrale, on va dire. Donc c'est pour ça. Comme les enfants trop gâtés qui n'ont plus la valeur des choses et qui savent pas du tout. Exactement. Je pense que dans tout, il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir du sens, il faut savoir pourquoi on le fait, quelle valeur on veut donner. Comme tu disais, un enfant, c'est exactement la même chose entre un enfant éduqué et un enfant non éduqué. Au final, c'est un enfant. Mais un enfant qui n'est pas éduqué va pas avoir, entre guillemets, de colonne vertébrale personnelle. Et donc, il va être livré à lui-même, il va faire tout et n'importe quoi, sans porter de jugement. Mais c'est normal, c'est pas de sa faute, en fait. Il n'a pas de cadre. Tandis qu'un enfant éduqué aura eu un cadre, au fur et à mesure de sa vie, qui va lui permettre de se construire et afin d'arriver avec une finalité. Donc, au final, c'est deux enfants, c'est les mêmes. C'est des enfants. Ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont 2 yeux, ils ont un nez, ils ont une bouche. C'est les mêmes. Mais il y en a un qui a eu un cadre de par l'éducation qu'il a eue, quelle que soit cette éducation, et l'autre qui aura eu potentiellement aucun cadre parce qu'il n'aura pas été éduqué. C'est exactement pareil comme les projets. C'est pareil. Donc, il faut un cadre.